Bonjour les cacouacs. Salut les jeunes. Salut la compagnie. À la demande de Sylvie, une abonnée, aujourd'hui nous allons parler du noyau terrestre. En fait, c'est toi qui vas parler, mec. Parce que moi, je connais pas grand-chose dans ce machin. Moi non plus, mec. Eh bien, moi, je n'y connais pas grand-chose non plus, en fait. Alors, tu vas nous dire n'importe quoi. Non, bien sûr, mais je n'en connais pas beaucoup plus que ce que nous avons appris à l'école. Alors, n'étant pas un expert sur le sujet, je vous conseille à l'issue de la vidéo, d'une, à vérifier que je n'ai pas fait d'erreur dans tout ce que je vous ai dit, mais également à approfondir le sujet s'il vous a intéressé. Et tu imagines qui va approfondir? Certainement pas tout le monde, non, mais parmi celles et ceux qui nous écoutent, s'il y en a d'un peu plus curieux que les autres, j'imagine que oui, il y en aura qui approfondiront juste pour satisfaire une curiosité que le sujet pourrait apporter. Et s'ils ne le font pas? Beaucoup ne le feront pas, mais je trouve quand même un peu dommage de ne pas chercher à en savoir un peu plus, surtout s'ils sont intéressés. Et qu'est-ce que tu as à nous dire sur le noyau terrestre? Eh bien, déjà qu'il est composé de fer et de nickel, qu'il fait environ les deux tiers de la Lune, soit une sphère d'à peu près 1200-1220 km de rayon. Il fait environ 17% de la Terre, mais sa masse, elle, en fait environ 33%, c'est-à-dire un tiers de la Terre. C'est déjà un beau bébé qui se trouve à quelque chose près à 5000 km sous nos pieds. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, mais j'imagine que tu ne vas pas en rester là. Tu vas nous en dire un peu plus sur ce truc. Oui, bien sûr. Mais si c'est relativement facile d'observer les planètes qui nous entourent à l'aide d'un télescope, il ne nous est pas possible d'observer directement le noyau terrestre. Alors, comment on fait? Eh bien, les scientifiques analysent les ondes émises par les séismes. Ces ondes que produisent les tremblements de terre sont relevées tout autour de la planète et leur permet de reconstruire les structures internes, densité, composition, température à différentes profondeurs, ainsi que dans le noyau interne. En fait, les scientifiques, ils font une échographie de la Terre en quelque sorte. Oui, c'est tout à fait ça. Tu décris très bien la méthode employée, Ange. Ce qui nous permet d'obtenir beaucoup plus d'informations telles que sa composition, sa masse, sa taille, densité, chaleur, etc. Ensuite vient le noyau externe qui est également composé de fer et de nickel, mais lui, il est liquide. Alors, comment tu expliques que s'ils sont faits tous les deux de fer et de nickel, l'un soit solide et l'autre liquide? C'est dû à la pression en fait, qui est de 3,5 millions de bars. Pour info, je rappelle que la surface de la Terre, nous sommes soumis à une pression d'1 bar. Quant au noyau externe, qui lui est liquide, il se situe à une pression d'environ 3,3 millions de bars à sa base, et elle n'est plus que de 1,3 million de bars à sa surface. Voilà pourquoi le noyau interne est solide, malgré une température d'environ 6000 degrés, et que le noyau externe est liquide avec une température d'à peu près 4000 degrés. C'est chaud. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Pour se faire une idée, il y en a qui trouvent qu'il fait chaud lorsqu'on atteint les 30 degrés. À 50 degrés, on ne vit plus, mais on essaie juste de survivre. À 100 degrés, l'eau devient gazeuse. Et nous sommes encore très loin des températures qui règnent au centre de la Terre. Le fer atteint son point de fusion à 1538 degrés et le nickel à 1455 degrés. Mais malgré que ces deux métaux principaux du noyau terrestre aient largement dépassé leur point de fusion, la gigantesque pression qui règne dans le noyau interne le maintient à un état solide. Et tout ce bazar est en rotation. Exact. Et comme tout ne tourne pas à la même vitesse, ça donne un effet dynamo, ce qui crée un champ magnétique appelé la ceinture de Van Allen, du nom du physicien et astronome James Van Allen, qui en fit la découverte en 1958, je pense. Ce champ magnétique protège la Terre comme un bouclier des radiations de notre Soleil. Sans la ceinture de Van Allen, la vie n'aurait sans doute pas été possible sur Terre. Par exemple, Mars, qui en est dépourvu, est une planète stérile sur laquelle la vie n'a sans doute pas pu s'y développer.
Mais j'ai lu quelque part que le noyau terrestre s'est mis à tourner dans l'autre sens. Non, il tourne toujours dans le même sens. Mais une étude de l'Université de Californie du Sud a démontré un ralentissement du noyau terrestre depuis 2010. Et à présent, il tournerait moins vite que la Terre, ce qui peut donner l'impression qu'il tourne dans l'autre sens. Mais non, il tourne toujours dans le même sens. Alors, explique-moi un truc. Si le noyau tourne à présent moins vite que la Terre, est-ce que ça ne va pas freiner la rotation de la Terre, ça? Oui, tu as raison. Un ralentissement de rotation du noyau interne peut entraîner également un ralentissement de rotation de notre planète. Sérieux, mec? Oui, c'est logique. Si le noyau se met à tourner moins vite, la Terre aussi va ralentir sa rotation sur elle-même. Mais si elle tourne moins vite, logiquement, les jours vont devenir plus longs. Oui, bien sûr. Si la Terre ralentit sa rotation, ça va fatalement entraîner un allongement des jours. Et c'est grave? Pas dans l'immédiat, non. On pourra constater un allongement des jours de quelques millisecondes, ce qui va absolument rien changer pour nous. Pour qu'une année s'allonge d'1 à 2 secondes, il faudrait compter plusieurs siècles. Tout au long de l'année, l'ensoleillement est plus long ou plus court selon les saisons. On s'aperçoit que les jours sont plus longs en été qu'en hiver, mais pas d'un jour à l'autre. Et pourtant, ça peut varier de plusieurs minutes. Alors quelques millisecondes passeraient vraiment inaperçus. Alors là, tu me rassures, mec, parce que j'imaginais déjà un scénario catastrophe. Ceci dit, le ralentissement du noyau terrestre peut avoir aussi d'autres conséquences. Aïe! Un ralentissement du noyau terrestre va également engendrer un ralentissement de l'effet dynamo qui entraînerait un affaiblissement de la ceinture de Van Allen. Ah, et du coup, on serait plus protégé des vents solaires. Si, mais plus autant qu'avant. Alors, on va griller? Non, quand même pas. Mais dans un premier temps, les aurores boréales et les aurores australes ne seraient plus cantonnées seulement au pôle. On commencerait à en voir un peu partout. C'est déjà le cas. Cet hiver, nous en avons eu là où on n'en voyait jamais. C'est vrai, et ce phénomène risque de devenir de plus en plus fréquent. Et c'est grave, ça? Tant qu'elle reste en altitude, non. Mais ce phénomène est une réaction entre les électrons, les protons et les ions positifs. Ce sont des particules électrisées à haute énergie apportées par les vents solaires. Lorsqu'elles rentrent en contact avec les atomes en haute atmosphère, ça provoque un orage magnétique. Les atomes excités ne peuvent rester dans cet état et leurs électrons changent de couche, libérant au passage de l'énergie en émettant des photons, ceux qui peuvent changer de couleur selon les gaz qui composent l'atmosphère, oxygène, hydrogène, azote. Ok mec, je crois que je commence à comprendre. Toute cette énergie déployée, c'est beau de loin, mais si on est trop pris, on s'en prend plein la gueule. Voilà, tu résumes bien les risques que les aurores australes et boréales pourraient engendrer si elles ne sont plus contenues en haute atmosphère. Mais ce n'est pas tout. Quoi encore? Eh bien, si la ceinture de Van Allen ne remplit plus correctement ses fonctions de bouclier, il nous faudra éviter de nous exposer au soleil. Alors, fini les bronzettes à la plage. Il vaudrait mieux éviter, oui, mais il ne faut pas non plus trop s'inquiéter, car tout ceci prendra beaucoup de temps. Seulement, le risque va aller en grandissant. Mais si le noyau continue à ralentir comme ça ne va pas nous amener à un inversement des pôles magnétiques? Alors, à vrai dire, je n'en sais rien. Oh, tu colles? Sur cette question, oui. Je sais que les pôles se sont déjà inversés plusieurs fois, mais pas depuis que l'homme est sur Terre. Je sais que ça se reproduira à nouveau, mais je ne sais pas s'il y a un rapport avec le ralentissement du noyau terrestre. Tout est peut-être lié ou peut-être pas. Alors, si parmi vous, il y en a qui pourraient répondre à cette question, vos commentaires sont les bienvenus. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez également aller faire quelques recherches pour répondre à cette question. Toujours est-il que si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez nous gratifier d'un sympathique pouce en l'air.
un commentaire sympa et courtois, partagez la vidéo avec celles et ceux que vous pensez être intéressés. Et puis, pour celles et ceux qui découvrent la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche si vous voulez voir d'autres de nos vidéos. Sylvie, j'espère que cette vidéo a pu répondre à quelques-unes de tes questions et peut-être que ça t'aura amené d'autres questions, car dans ce genre de sujet, plus on trouve de réponses et plus on se pose de questions. Allez, salut l'équipe. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai bien envie d'aller faire quelques petites recherches pour en découvrir un peu plus sur ce truc. Salut la jeunesse. Et rassurez-vous, tout ça n'empêchera pas la Terre de tourner. Prenez toujours le temps et le plaisir d'en parler les uns avec les autres, car c'est toujours bien d'avoir plusieurs points de vue. Au revoir à toutes et à tous, et j'espère vous revoir encore plus nombreux dans la prochaine vidéo.